Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Renée Ouimet. Elle vient nous parler du mouvement Santé mentale Québec. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, le syndrome d'Hubris. Notre invité en début de deuxième demi est Bernard Saunier. Il nous présente son livre « Mort en Provence ». Bienvenue chez nous. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous syntonisez actuellement Folie douce. J'accueille maintenant mon invité Renée Ouimet. Bonjour Renée, bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir de te recevoir à nouveau. Tu es directrice du mouvement Santé mentale Québec. On va parler de plusieurs choses. Mouvement Santé mentale Québec, on en entend beaucoup de bien à travers les organismes. Je pense que vous touchez pas mal de gens. Comment on peut présenter ce que c'est, votre organisme? On est un regroupement d'organismes communautaires à travers le Québec. Donc, on a des organismes membres à travers le Québec avec qui on travaille, beaucoup de relayeurs, beaucoup d'ambassadeurs. Puis notre mandat, c'est parler de ce qui nous aide à maintenir une bonne santé mentale. Fait que nous, on n'est pas dans des problématiques, dans les troubles, on est dans ce qui nous aide à aller bien. La prévention? Oui. Ouais. Puis on irait encore plus fort, c'est la promotion. La promotion, ça veut dire vraiment travailler à renforcer les capacités des individus et des communautés. Quand on parle de prévention, on est déjà en train de vouloir intervenir par rapport à des personnes ou des milieux qui ont déjà une fragilité ou un risque, mais la promotion, c'est toute la population, tous les âges, tout le temps, qu'on ait une problématique ou qu'on n'ait pas. Donc, c'est vraiment intéressant. Et la santé mentale, c'est partout, là, dans tous les domaines. Tu sais, c'est pas à part de la santé. Ça fait partie globalement de l'être humain, là, sa santé globale. Là. Nous, on parle de la santé mentale chez les jeunes, les adultes, les aînés, dans les milieux de travail. Et l'Organisation mondiale de la santé nous dit, sans santé mentale, il n'y a pas de santé. Oui, c'est quand même fort comme mot. Mais les gens n'ont pas la première idée qu'ils ont, c'est pas... souvent, ils vont parler de santé, ils vont dire, est-ce que je me sens bien physiquement? Est-ce que j'ai mal à un endroit, à un autre? Mais la santé mentale, on a l'impression que quand on n'a pas de problème de santé mentale, on n'a pas conscience qu'elle est là. Oui, mais l'autre chose qui est importante de se dire, c'est qu'elle fluctue tout le temps, tout au long de notre vie, parce qu'on est toujours en train de jongler, tu sais, entre notre vie spirituelle, émotive, de travail, amoureuse, de parents, économique. Alors, on jongle avec une sociale de travail, on jongle avec tout ça. Alors, avoir une santé mentale qui est toujours égale, ça se peut pas. Donc, elle va avoir des vagues. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle est influencée aussi par ce qui nous entoure. On ne la crée pas toute seule. Ouais. C'est-à-dire, si on est dans un environnement qui est favorable à notre santé mentale, qu'on travaille dans un milieu qui est sain, qui a du sens, qui nous reconnaît, bien, ça peut favoriser notre santé mentale. Si on vient d'une famille qui nous a reconnus, qui nous soutient, ça peut favoriser, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de problème ou qu'on ne fera jamais une dépression, mais on va être quand même bien outillé pour que notre santé mentale soit la meilleure possible. Oui, d'être entouré de gens bienveillants, ça peut nous aider parce que, comme tu dis, des fois, il y a des épreuves dans la vie. Là. Pas des fois, il y en a des épreuves. Puis des fois, c'est tout en même temps, c'est encore pire. Oui. Donc, c'est encore plus fragilisant pour la santé mentale. C'est intéressant quand tu dis les liens bienveillants. Il y a des recherches qui viennent de sortir que l'isolement social est aussi nocif pour notre santé que le fait de fumer la cigarette. Donc, l'important, on n'est pas obligé d'avoir 50 amis, là. On peut avoir un bon ami, une bonne amie, on peut en avoir 2, mais notre environnement est faite de nos voisins, de nos amis, de notre famille, de notre milieu, de la personne qui nous vend des choses au dépanneur, à l'épicerie. Il s'agit qu'il y ait une personne dans une journée qui nous fasse un sourire ou que nous, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de marcher dans la rue, de sourire aux gens.
tout se transforme en quelques secondes. Peu de gens, surtout dans les milieux urbains, là, c'est plus rare de rencontrer des gens qui se saluent parce que tout le monde est un peu dans sa bulle, là, puis avec les technologies aussi, ça aide pas, là. Mais moi, je m'amuse à faire l'expérience en marchant sur le trottoir, à regarder les gens dans les yeux, à leur faire un sourire. Et, les gens le sentent, puis ils se retournent souvent, ou en tout cas, ils visent. Oui, la plupart du temps, il y a un sourire qui vient aussi. Des fois, ça n'est pas grand-chose. Peut-être que ça va juste aider la personne à ce qu'elle passe une meilleure journée. Oui. Il y a une fête, il y a la fête des voisins que je pense que vous avez mis en place il y a plusieurs années. Ça fait 10 ans déjà. Oui, 10 ans. Puis qu'est-ce que c'est? Parce que ça a quand même lieu... vous encouragez, en fait, plusieurs organisations à faire, justement, à participer à cette fête-là ou en tout cas organiser cette fête-là. Qu'est-ce que c'est? On invite tous les milieux de travail à organiser la fête. Oui. Nous, on promouvoit la fête au mois de novembre, mais elle peut se faire n'importe quand dans l'année. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. Sur notre site, il y a toutes sortes de trucs pour faire la fête des voisins, des jeux brise-glace. L'objectif, c'est de créer des liens, parce qu'on sait les liens sociaux au travail, ça aussi, ça favorise notre bonne santé mentale. Et souvent, le fait de travailler à distance, d'être en ligne, bien souvent, les gens vont prendre leur pause en répondant à leur courriel personnel, en allant sur les médias sociaux. Ils vont se servir de leur heure de dîner pour continuer à travailler, finir des dossiers. Donc, on a moins de temps qu'avant pour nourrir nos liens sociaux au travail. La fête des voisins vise à prendre un moment où on arrête. Ça peut se faire pendant un dîner, pendant une pause, pendant un café, pendant un 5 à 7. L'objectif, c'est de se retrouver ensemble simplement et de nourrir nos liens. Puis on peut le faire avec ça peut être avec nos collègues, ça peut être avec les départements avec lesquels on a des liens, mais lointains. Et que souvent, on fait un repas ensemble pour faire « c'est toi ». Ah oui, c'est à toi que j'écris tout le temps. Je suis vraiment contente. Puis on prend jamais le temps. Souvent, dans des organisations, on est tellement pressé. Puis déjà, comme tu dis, qui à l'occasion, on fait affaire avec, mais pas plus que ça. Hein. C'est ça. Moi, dans la bâtisse où je travaille, plusieurs organismes et milieux, une maison de la culture. Ouais. Et chaque année, on fait une fête où on invite tout le monde de la bâtisse. D'habitude, on met des grandes tables dans un corridor. Maintenant, on a eu le cadeau de pouvoir le faire dans la maison de la culture. Et les gens attendent la fête. Et là, ils nous demandent d'organiser au moins 2 fêtes par année. Les gens sont contents de créer des liens, de savoir qui rencontre dans l'ascenseur, c'est qui. Il y a des personnes qui vont développer des liens de travail ensemble. Il y en a d'autres qui vont s'inviter à dîner. Ça crée toutes sortes de liens qui sont bienveillants. On peut aller s'emprunter un escabeau, mais on va le faire de manière beaucoup plus spontanée, de cogner dans le bureau des autres puis de dire « Allô, j'aurais besoin, est-ce que tu pourrais me prêter ça? » Et puis, tout le monde est heureux, c'est fascinant. C'est qu'on n'a pas l'occasion, il faut que quelqu'un le provoque. Là, dans le fond, l'organisation Mouvement Santé Mentale Québec... Et ce qui aide, c'est souvent de faire des jeux, des activités où on va parler de quelque chose de nous dont on ne parlerait pas nécessairement. On a un jeu de bingo avec des questions. Qui est l'aîné de la famille? Puis, tu sais, il faut répondre à des questions comme ça. Qui travaille toujours à distance? Etc. C'est qui rigolo, est végétarien? Là, les gens, ils se posent des questions pour remplir leur bingo pour avoir un prix. D'autres fois, on demandait si tu étais un animal, tu serais lequel, puis pourquoi? Puis les gens se présentent en même temps de quelle organisation ils sont. Et on sait que les liens au travail, la confiance se crée dans les liens qu'on crée, mais les liens qui sont informels souvent. Hein? Quand on se met à jaser de ce qui se passe à la maison, d'un match de hockey qu'on a vu, là, on se met à jaser, puis il y a des liens qui se créent, et là, il y a une confiance qui s'installe. Et il y a la CNESST qui est là pour protéger les travailleurs et les travailleuses, maintenant, dit qu'il faut faire attention et préserver la santé mentale des
Il y a même une loi à ce sujet-là, oui. assez récemment, là, qui a été mise en action, là, c'est ça? Et c'est plus facile à faire, à mettre cette loi-là en application si les liens sont bons à l'intérieur de l'organisme. Tu sais, si on vit du harcèlement, bien, ça va être beaucoup plus facile d'aller en parler si on a un lien de confiance avec quelqu'un, puis de se sentir soutenu, de pouvoir faire des démarches. Donc, les liens sont vraiment positifs à tous les niveaux. Très important. Est-ce que tu dirais que les gens sont blasés en général dans cette société où on a une technologie qui devrait nous aider, mais souvent ça nous nuit parce que on devrait prendre le bon côté de la technologie, mais il y a tellement un côté négatif qui vient avec ça. Est-ce que les gens sont comme blasés, puis justement, ça leur prend quelqu'un qui va les organiser un peu, puis sinon, la société est un petit peu laissée à elle-même, puis chacun pour soi, c'est un peu ça souvent. Hein? Ça aide. Ou si on est des personnes qui organisent des fêtes, les gens, ils veulent pas qu'on arrête d'organiser les fêtes quand c'est des rituels dans leur vie, parce que c'est un moment... Avant, on avait des mariages, il y avait des baptêmes, il y avait des cérémonies qui faisaient qu'on se voyait entre amis, famille, ça donnait des occasions. Ouais. Ces occasions-là, les rituels existent moins qu'ils existaient. On a à créer des nouveaux rituels qui vont nous ressembler, mais qui nous permettent de se rassembler et de se dire qui j'appelle. Moi, je pense toujours à... C'était quoi le film où le policier disait à son fils « T'as bien des amis Facebook, mais qui tu vas appeler si tu as besoin de déménager? » Oui, ça reste dans le virtuel, là, un vrai ami à proximité, effectivement. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir des connaissances, des amis, des gens sur qui il pourrait compter. D'avoir un réseau. Un réseau, c'est ça. Mais en même temps, je veux pas dénigrer ce qui est virtuel parce qu'il y a des gens, le fait d'être à distance leur permet de nommer des choses qu'ils nommeraient pas avec des proches. Ouais. Les personnes qui vivent des différences culturelles, sociales... des fois, ça peut être des grands moments d'échange et de partage. Donc, on ne veut pas dénigrer ça. On veut encourager qu'il y ait des liens humains où on peut appuyer à côté de notre tête sur quelqu'un, rire en se regardant dans les yeux, aller marcher ensemble. Ça se bâtit, ça. C'est justement avec comme tu dis, en organisant des occasions qui vont permettre de côtoyer d'autres gens puis de se sentir à l'aise là-dedans. Là. On a l'impression qu'il faut réapprendre aux gens à resocialiser. Il y a des gens qui ont comme perdu, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont comme perdu le côté là, de socialiser avec les autres. Mais il y a quelque chose qui est moins simple qu'avant. J'ai donné une conférence dernièrement dans une municipalité, puis il disait « Qu'est-ce qu'on fait pour inviter les gens à venir faire du bénévolat? » Mais je disais déjà, il faut que ça réponde à leurs besoins. Il faut les accueillir, il faut leur dire que ça existe. Et arriver dans quelque chose de nouveau, c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile si on n'est pas accueilli quand on arrive. Soit accompagné, là, un petit bout de temps pour les aider. Ou qu'il y ait quelqu'un qui... tu sais, on a tendance à être avec notre gang, on voit de nouvelles personnes qui arrivent, on la regarde, puis on a le goût de continuer à jaser avec les gens qu'on connaît. Ouais. Ça demande un certain effort de se déplacer, d'aller accueillir. Effectivement, si on ne fait pas partie d'une équipe sportive, si on n'est pas des personnes qui s'impliquent socialement ou qui font du bénévolat... Ou dans un loisir quelconque. Oui, là, c'est ça. C'est plus dur. C'est plus... oui. Ouais. Bien, écoute, en terminant, c'est très, très intéressant, René. J'aimerais ça que tu mentionnes les coordonnées pour en savoir plus sur le mouvement Santé mentale Québec et toutes les activités que vous faites et toute la promotion que vous faites pour la bonne santé mentale. On a des outils, des dépliants, des vidéos, des affiches, plein de choses sur notre site. On va sur mouvement smq.ca, S pour santé, MQ, Mental Québec. .ca. On va dans outils et c'est un coffre-fort extraordinaire avec des outils et on peut aller voir plein d'informations sur la pertinence, l'importance de créer des liens justement et comment c'est bon pour notre santé mentale et plein d'autres trucs. Ben oui, c'en est un parmi tant d'autres. Merci beaucoup pour l'œuvre et bonne continuation. Renée Ouimet, directrice donc de Mouvement Santé mentale Québec. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram.
Nous y allons maintenant avec le segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, le syndrome d'hubris. Le syndrome d'hubris, c'est un terme que je ne connaissais pas, je dois vous avouer. Bon, moi non plus. Et en fait, c'est rien de nouveau, en fait. Je me suis inspiré d'un article que j'ai trouvé sur Internet, comme à l'habitude. C'est un article qui s'appelle « Le syndrome d'hubris chez les troubles de la personnalité ». Ça s'appelle « Le syndrome d'hubris quand le pouvoir rend fou ». Mais je vais commencer par vous donner une définition. Ça s'écrit H-U-B-R-I-S. Exactement, oui, avec un H majuscule. Ouais, oui. ouais. Alors, si on regarde sur le site Doctissimo, un site français, alors on nous explique que le terme vient du grec ancien hubris, ou hybris avec un Y, qui veut dire démesure telle qu'un crime d'orgueil puni par les dieux. Et précision importante, ce n'est pas une maladie psychologique ou un problème de santé, mais un trouble de la personnalité. Il peut toucher toutes celles et tous ceux qui arrivent sur les plus hautes marches du pouvoir. Souvent, on se demande, Yvan, si les gens qui sont au pouvoir, est-ce que ça les rend pas fous? Il y en a qui ne sont pas capables de gérer ça, effectivement. Ouais. Ils perdent un peu la tête, là. Oui. Alors, si on regarde maintenant d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, ça s'appelle « Syndrome d'hubris, trouble de la personnalité. Les politiciens sont-ils fous? » C'est sur le site Egora, un site français. Alors, c'est un texte écrit par le docteur Clément Guillet, qui est psychiatre. Et celui-ci nous dit « En France, comme ailleurs, il semblerait que certaines personnalités politiques présentent un tableau psychiatrique. Mais est-ce le pouvoir qui rend fou ou bien faut-il être fou pour réussir en politique? Les frasques, choix et actions de nos leaders peuvent questionner, et avec eux leur santé mentale. Au-delà des prises de position et dérapages de ces hommes et femmes politiques, certains commentateurs se sont déjà risqués à des diagnostics. Psychopathe, personnalité narcissique ou histrionique, c'est-à-dire un trouble de la personnalité caractérisé par un niveau émotionnel et des besoins d'attention exagérés. Les spéculations sur les profils de ces leaders se sont multipliées. L'un des cas les plus marquants de ces dernières années, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis en 2017, chef de file des Républicains. Les craintes sur sa santé mentale sont encore nombreuses. Si celles-ci n'ont jamais été confirmées, Trump serait loin d'avoir été le premier président américain à souffrir de troubles mentaux. Dans un article de 2006 paru dans Journal of Nervous and Mental Disease, on analysait les biographies des présidents américains depuis l'indépendance en 1776 jusqu'en 1974. Et les cas étaient nombreux, d'un Lincoln dépressif à un Kennedy sujet à des variations de l'humeur induites par l'abus de substances stimulantes et la cortisone qu'il s'injectait pour sa maladie d'Addison, qui se caractérise par une fatigue intense, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements et une perte de poids progressive. L'article retrouvait chez 49% des présidents américains des critères de troubles psychologiques allant de la dépression, soit 24%, à la dépendance à l'alcool, 8%, ou l'anxiété, aussi 8%. L'article relevait des traits de bipolarité chez 8% d'entre eux, comme Theodore Roosevelt et Lyndon Johnson. Mais ces taux correspondent à ceux retrouvés dans la population américaine, à l'exception d'un plus fort taux de dépression, l'usure du pouvoir sans doute. En France, les hommes et femmes politiques n'ont pas fait l'objet d'études aussi précises, mais régulièrement, l'actualité vient nous rappeler que le pouvoir révèle la face sombre de certaines politiques, soit des abus sexuels aux violences conjugales en passant par la fraude. Le pouvoir est une drogue qui rend fou quiconque y goûte, assurait François Mitterrand.
L'homo politicus est-il un cas psychiatrique? Mais faut-il être fou pour arriver au pouvoir ou est-ce le pouvoir qui rend fou? Oui, c'est ça. Faut peut-être être un peu fou parce que c'est pas une job de tout repos. Non, dit, hein? non. Peut-être que ça prend une dose de folie, peut-être. C'est la question que se posait Pascal de Sutter dans son livre « C'est fou qui nous gouverne » ou « Comment la psychologie permet de comprendre les hommes politiques » paru en 2007. Le psychologue, professeur à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, écrivait « La folie chez un homme politique, c'est un peu comme la tuberculose pour les mineurs du siècle de Émile Zola. Une maladie professionnelle, un risque difficilement évitable. » Pascal de Sutter paraphrasait alors le titre du livre à succès du docteur Pierre Renschnick et de Pierre Akos. Ces malades qui nous gouvernent, paru en 1976, qui avait fait jaser, je me rappelle. L'ouvrage explorait l'état de santé physique des gouvernants et les répercussions sur leur politique. Un sujet qui promet. On va poursuivre plus tard à l'émission à l'Espresso à Langer. Le même sujet, Pierre, merci. À venir dans cet épisode de Folie douce, je reçois Bernard Saunier qui présente son plus récent bouquin. Il porte le titre de « Mort en Provence ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Le syndrome d'Hubris ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. J'accueille maintenant notre invité, Bernard Saunier. Bonjour, Bernard. Salut, Yvan. Allô. Alors aujourd'hui, Bernard, tu es un habitué, puis collaborateur depuis longtemps, puis tu as fait mille et une choses. Plein de choses. Comme ambassadeur de la santé mentale, tout ce que tu fais, ça donne une bonne... Tu sais, ça permet que les gens comprennent. Je te coupe peut-être, mais c'est toujours dans le but de déstigmatiser. Oui. Puis c'est important des cas vécus, comme on dit. On me dit souvent que c'est important que je parle parce que ça montre que le rétablissement est possible. C'est ça. Puis on a déjà parlé dans certaines entrevues. Tu as un cheminement pas toujours facile avec... diagnostic assez dur, là, schizophrénie, mélangé avec plein d'autres choses. Mais on parle aujourd'hui de quelque chose qui est positif. C'est la publication d'un troisième livre à compte d'auteur. Oui, le troisième livre à compte d'auteur que T'es fier d'avoir fait? Je suis fier de le faire. J'aime faire ça. J'ai découvert ça en me rétablissant. J'aime faire les livres. J'aime voyager parce que le livre, il vient d'un voyage aussi. Peux-tu nous rappeler les deux premiers? On va parler de lui qui s'appelle... Le premier s'appelait Obsession parisienne. C'est ça. Puis le deuxième, ce sera Vert à Porto. Et le troisième, la trilogie. Le troisième, c'est Mort en Provence. Donc, ça a rapport à... Ça clôt quasiment le cycle. Il n'y a pas juste le Poiret qui a une trilogie. Toi aussi, t'en as une. Fait que, mais Mort en Provence, il est beau le livre, d'ailleurs. C'est une statue de Philippe Pinel. Oui, c'est la statue de Philippe Pinel que je tenais à avoir. Ouais. J'ai pris ça à Paris. J'ai trouvé ça... Pinel, pour moi, c'est significatif. Ici, l'Institut Philippe Pinel, ça peut réveiller des mauvais souvenirs. Ça peut réveiller des mauvais souvenirs, mais ça fait penser à ce que Pinel a fait. Malgré tout, c'est toujours bien lui qui a commencé à soigner les malades mentaux à une époque plus lointaine. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait que et qu'est-ce qui fait que tu récidives? Tu as eu tes deux premiers livres. Qu'est-ce qui fait que... D'abord, tu t'écris depuis toujours, ça, c'est pas nouveau. Hein, depuis 1999, tu participes aux émissions de Folie douce, c'est pas d'hier. Puis depuis toujours, tu écris de différentes façons sur le web ailleurs. Puis là, qu'est-ce qui fait que tu as récidivé? Ce qui a fait ça, c'est une bonne question, je te dirais.
c'est pas... Finalement, dans ce livre-là, je parle beaucoup de deuil. Puis j'ai vécu un deuil il n'y a pas si longtemps que ça, puis j'ai trouvé ça... je me suis dit, tiens, c'était un peu pour ça que je suis parti en Provence puis à Paris, pour me... Surtout que t'aimes beaucoup, t'aimes voyager de base. Oui, ça, j'ai découvert ça aussi en rétablissement, que j'aimais voyager. Et t'aimes beaucoup la France aussi. J'aime la France beaucoup. T'as une affection particulière parce que, t'es du genre aussi à aimer beaucoup l'art puis l'architecture, puis en France, je pense que... On est servi. C'est ça. Mais Bord en Provence, c'est quoi? Est-ce que c'est un journal? C'est un peu comme c'est un journal, oui, c'est un journal, je dirais... À l'arrière, c'est écrit un journal intime, un parcours, l'écriture où je me livre. Paris, à Provence, une tentative, encore une fois, je récidive. Oui. Puis, dans le fond, c'est important pour toi de livrer un peu tes états d'âme. En fait, je trouvais ça plate d'écrire. Tu sais, à un moment donné, c'est bien écrire, mais il faut faire... Moi, je voulais faire quelque chose avec ça. Oui. Puis comme je disais, je m'étais donné un laps de temps pour aller en voyage puis terminer ça en Provence, le premier jet. Oui. Et est-ce que c'est du Bernard Saunier? Parce que t'as une signature. Oui, je pense que, les gens qui m'ont lu, ils m'ont dit qu'ils me reconnaissaient. Un peu brut, puis c'est pas négatif, au contraire. C'est brut, c'est du vrai, c'est la vie. C'est comme ça. C'est toi, là. On peut comprendre le personnage, entre guillemets, si on peut parler de personnage ou de toi, mais c'est ça depuis le temps que tu écris des choses. Mais là, je te dis, je vais te donner une primeur. J'essaye autre chose dans l'écriture. Okay. Je suis en train d'essayer quelque chose de différent. Okay. Je vais voir où c'est que ça va m'amener, là, mais je... Tu es en train de jongler. Parce que sur les conseils d'amis qui m'ont dit « Oui, c'est bien ce que tu fais, mais t'as-tu regardé un peu dans cette direction-là, de cette façon? » Puis là, je me suis dit « Ces conseils-là, il faut qu'ils servent un peu. » Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as pensé de la Provence? C'est la première fois que tu allais en Provence? La Provence, c'est très beau. C'est un bel endroit. Aix-en-Provence, c'est une belle ville. Une ville étudiante, il y a beaucoup d'étudiants. Le vieux Aix est exceptionnel. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est toujours m'asseoir à une terrasse, prendre un café, puis... Voir les gens. voir le monde. Ce que je fais moins à Montréal, que j'ai déjà fait beaucoup, mais en voyage, je me le permets. Je m'assis, puis je me dépose, puis je regarde. Il n'y a pas juste à Rome qu'on fait comme les Romains. Non, il y a aussi à Aix-en-Provence, on fait comme les Aix. Aix-en-Provence, ça a comme particularité aussi d'être la ville aux 1000 fontaines, je dirais. Okay. Il y a plein de fontaines partout dans la ville c'est reconnaissable à ça. C'est que les fontaines sont là. Ouais. Puis ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une façon de faire les fontaines, une façon de les placer dans différents endroits dans la ville. C'est un peu des spécialistes des fontaines. Oui, c'est ça. La ville est reconnue. Cette ville-là est reconnue pour ça. Tu nous parlais il y a longtemps, avant de recommencer à voyager, parce que tu avais peut-être voyagé il y a très, très longtemps, puis depuis quelques années, ça fait quand même quelques années que tu as recommencé, mais tu avais un peu un stress soit d'avoir une psychose ou d'avoir un problème. Sais-tu, je l'ai moins. Je fais attention, il n'y a pas de... C'est ça que j'allais te dire, parce que tu voyages souvent seul, puis un de tes stress, c'était ça. Puis je pense que tu as passé par-dessus, puis c'est une bonne chose. En passant par-dessus, puis comment je dirais ça? Il y aurait pas à moi... Il y aurait des raisons pour que je rechute, mais je fais en sorte que ça se produise pas. Et comment tu fais? Parce que quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale puis qui n'a pas voyagé depuis longtemps puis qui aurait le goût, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Pour justement éviter là, que, tu sais, chaque cas est différent, là, mais je veux dire, est-ce que... Essayer d'éviter d'être tout le temps seul aussi, de sortir, de se promener, de regarder. Ouais. La psychose, c'est maudit parce que on ne sait pas quand ça advient, comment. Ouais. Prévenir ça, je ne sais pas trop si
Il y a peut-être aussi le type de voyage. Tu sais, Aussi, ou c'est sûr que si tu te ramasses mettons, tu vois, en Afrique, dans un pays... C'est trop dépaysant. C'est trop dépaysant, la guerre. C'est ça, exactement. Va pas en Ukraine. Non, sûrement pas. Même pour n'importe qui, c'est mieux de pas y aller, malheureusement. Ça, là. Mais, non, mais est-ce que tu m'avais confié à un moment donné que tu étais déjà allé dans le Sud, puis c'était peut-être pas ton bag, alors que dans les milieux culturels, tu connais que tu aimes les milieux culturels, que ce soit marcher dans les endroits pour découvrir des choses. Je préfère beaucoup ça que les voyages dans le Sud. C'est pas que j'aime pas les chaleurs. C'est moins ta tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé. J'aime voir des choses. Quand j'étais à Aix, par exemple, je suis allé dans un musée qui est dans un hôpital psychiatrique, justement. OK. Qui est, intéressant. Il y avait une exposition. Je pensais que c'était de l'art brut, mais j'ai discuté avec une personne qui connaît ça aussi. Dans l'hôpital même? Dans l'hôpital, oui. Il y a une galerie dans l'hôpital. Okay. Mais cette galerie-là, moi, je pensais qu'elle présentait de l'art brut, mais c'est pas ça. C'est des artistes vraiment formés avec des diplômes des écoles d'art qui exposent là. Puis as-tu su pourquoi il avait fait ça dans l'hôpital? Parce que je trouve ça original. C'est quand même... c'est probablement pour... je peux pas voir ça autrement que pour dire que c'est pour occuper les patients, les gens qui sont là. Ça donne des idées. Des fois, on s'inspire de d'autres pratiques dans le monde. Oui. Pourquoi pas ici? Bon, les hôpitaux psychiatriques... Mais là, ici, il y a moins de résidents qu'avant. Oui, c'est ça. Là-bas, j'ai pas posé de questions à ce propos-là, mais ici, je pense pas qu'on ferait des institutions dans un hôpital. Oui. Pour revenir à tes livres, et le plus récent, Mort en Provence, on donnera plus tard à l'émission ton adresse web, mais on va surtout l'inscrire sur notre site web, on le mentionnera tantôt. Mais quel est le retour des gens en général, quand les gens lisent ton livre? Les gens aiment ça. J'ai un ami, justement, mon ami Pierre, qui va... Qui n'est pas notre metteur en nom. Non, un autre Pierre. Un très beau prénom. Et l'ami m'a fait un beau commentaire, puis... Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on apprend à mieux te connaître? On connaît mieux mon monde, entre guillemets, intime. On connaît plus ça. J'essaie d'aller vers... Quand j'écris, ça, je vais avoir de misère à passer à côté, mais j'essaie toujours de partir de moi, de ce que je ressens, de ce que je sens. Longtemps, l'écriture que tu faisais, c'était souvent l'observation, de la ville. Mais ça reste ça. Ça reste ça aussi. Ça reste ça aussi. Il y a plus de toi, peut-être. Il y a toujours un côté introspectif. Comment tu vois la suite? Tantôt, tu disais que tu avais d'autres projets, mais est-ce que tu prévois écrire d'autres livres? Parce que après 3, pourquoi on s'arrêterait? C'est toujours ça. Finalement. Mais là, il ne faut pas que j'en parle trop parce que j'ai appris avec le temps que quand je parlais des affaires, je les faisais Non, c'est mieux pas. C'est mieux non, mais sans dévoiler des choses. Mais tu sais, est-ce que tu vois... est-ce que ce genre de bouquin-là, c'est peut-être... Tu as fait les 3, puis c'est ça, puis là, peut-être tu vas essayer Probablement que c'est ça qui va arriver. Pour donner c'est comme un cycle qui est fini, puis j'en commence un autre. C'est une réalisation. Longtemps, tu as écrit, tu t'écris peut-être encore sur le web, là, mais tu as écrit... Oui, j'écris toujours ça, s'il y a des gens qui veulent me lire, Bernard Saunier sur Facebook, vous allez me trouver, vous allez voir. Parce que même tu parlais il y a très, très longtemps c'était pas des textes, là, c'était un site qui était... c'était un Français, je pense, qui gérait le site web. H, c'est ça. Mon ami H. H, c'est ça. Puis mon ami Jacques. T'as toujours... Jacques, que j'ai rencontré en France. Je l'avais jamais vu. OK, tu l'as rencontré, OK. Ben oui, j'ai écrit sur le web. Je vais être de passage. Je vais être de passage. J'étais à Aix, puis je suis parti de Aix. Lui, il habitait à Nice. OK. J'ai pris l'autobus jusqu'à Nice, puis là, je l'ai rencontré, on a jasé. Ça devait être spécial parce que... C'était assez spécial, c'était un... Ça remonte début du siècle, là, début du millénaire, en fait, que tu écrivais sur H. Ça, exactement. Ça fait longtemps, là, en début 2000. Il était content de me voir, lui aussi. Là. On s'est vu de visu en vrai. Là, C'est ça, c'est quand même intéressant. On va mentionner, Bernard, si tu permets, je vais mentionner le titre, Mort en Provence de Bernard Saunier. Pour les gens qui veulent se le procurer, ils peuvent t'écrire, je pense que c'est à compte d'auteur. Sur le B... minuscule, .saunier,
@sympathico.ca. Qui m'écrivent là-dessus pour tu le vas donner reste, les informations, puis on va, comme c'est difficile un peu de retenir ça à la radio, on va les intégrer dans notre section mentionnée à Folie Douce. Là. Ton adresse web va être marquée. Félicitations et merci Bernard d'avoir été des nôtres. Et puis, merci de m'avoir invité. Ben oui, ça fait plaisir. Puis bonne continuation, puis à la prochaine. Merci. Merci, bye-bye. Vous êtes branchés sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé. Pierre, le sujet que tu as commencé, le syndrome d'Hubris. Le syndrome d'Hubris. Oui, d'après un article qui s'appelle le syndrome d'Hubris chez les troubles de la personnalité, les politiciens sont-ils fous? Alors, je vous parlais tantôt, j'avais commencé cet article écrit par le psychiatre Clément Guillet. Et il nous parlait du livre à succès du docteur Pierre Renchnik et de Pierre Akos qui était paru en 1976, qui s'appelait « Ces malades qui nous gouvernent ». Et on pouvait voir en ouverture du livre, on peut lire la citation de Henri de Monterland qui disait, c'était un romancier français, il avait dit « On nous parle du nez de Cléopâtre, mais on ne nous parle pas des hémorroïdes du cardinal de Richelieu. » Alors, je pense qu'il va chercher ça loin un peu, mais c'est comme ça. Ouais. Alors, d'après un autre article maintenant qui s'appelle « Syndrome d'Hubris, 14 signes » que la quête du pouvoir devient pathologique. Il va sûrement faire rire la galerie en disant ça. Oui, on peut s'amuser là-dessus. Ouais. Quoique c'est pas toujours drôle parce qu'il y a des grands leaders politiques assez cruels, merci. Ouais, c'est et sûr. On peut se poser toutes sortes de questions sur leur santé mentale et on le fait depuis longtemps. Puis c'est dangereux parce qu'on se dit ils ont quand même du pouvoir. Là. S'ils décident de déraper, ça peut être dangereux pour pas mal de exactement. monde. C'est eux autres qui ont le pouvoir, c'est eux autres qui ont les armes aussi. Ouais. Alors, sur cet article, cette fois qui provient du site Internet La Clinique E-Santé. La rédaction est par Audrey, on l'appelle simplement Audrey, qui est rédactrice. Premier signe, il y en a 14. Premier signe, c'est une recherche constante de pouvoir et de gloire. Plus qu'un souci, j'imagine, de bien gouverner. Oui, il y a du monde qui cherche ça, effectivement. Oui. Alors, un deuxième signe que la quête du pouvoir devient pathologique, c'est une représentation embellie de sa propre image. On a l'impression que tu décris quelqu'un qu'on connaît. ça commence comme ça. Je pense qu'on en a vu beaucoup. On a une bonne idée du monsieur. Oui. Ou de la madame, ça peut être une Non, dame. mais celui que tu décris, en tout cas. Ah oui, OK, oui. Alors, troisième signe, un attrait démesuré pour l'apparence et l'image. Quatrièmement, une exaltation dans la narration de faits communs. Cinquième signe, c'est le sentiment d'un point de vue identique à celui du pouvoir propre. Sixièmement, une tendance à se présenter à la troisième personne. Ça, on entend ça souvent, pas seulement en politique. Non, mais ça arrive souvent en politique. Les gens parlent à la troisième personne. Ça commence toujours à être un petit peu bizarre quand les gens font ça. Hein? Oui. Un septième signe, c'est une confiance aveugle en son jugement et un mépris social. Alors que ça devrait être le contraire, j'imagine. Ouais. Et huitièmement, c'est une impression de puissance absolue sur ses capacités. Neuvième signe, le refus d'un potentiel jugement par l'opinion publique. Un signe numéro 10, c'est la croyance à un jugement invariablement favorable. Signe numéro 11, un isolement qui mène à une déconnexion de la réalité. 12e, une tendance à l'agitation, à l'impulsivité et à l'imprudence. 13e, le rejet d'une reconsidération de ses propres choix. Et finalement, le signe numéro 14, c'est l'inconscience de l'incompétence à l'exercice du pouvoir. Donc, c'est donc tout ça qui caractérise le syndrome d'Hubris, c'est ça? Exactement, oui. Ouais. Maintenant, on nous dit comment traiter ce syndrome. On nous dit, la clinique E-Santé propose 6 conseils pour centrer le syndrome d'Hubris au quotidien. Premièrement, être à l'écoute des autres, soit écouter les opinions des autres et mûrement les considérer avant de prendre une décision. Ensuite,
mesurer avec réalisme, soit apprendre à mesurer ses capacités et ses compétences avant d'entreprendre un projet. Troisièmement, admettre ses erreurs, reconnaître ses faiblesses et apprendre à en tirer des leçons pour avancer. Ensuite, cultiver l'empathie. Se mettre à la place des autres et comprendre leurs perspectives en étant attentif à leurs besoins et sentiments. En fait, on dirait que c'est pas seulement pour les politiciens, mais ça peut être comme tous ceux qui sont en poste de pouvoir, j'ai l'impression. Ça peut être ça aussi, les patrons de C'est juste que les politiciens sont plus en vue, fait qu'on peut plus remarquer peut-être ces traits-là. Là. Ensuite, apprendre à nouveau, soit élargir ses compétences en apprenant de nouvelles choses et ainsi se remettre en position de débutant. Et dernièrement, rester ouvert aux autres, soit accepter le feedback et le voir comme une occasion de s'améliorer. On nous dit en conclusion, ceci est à retenir. Le syndrome d'hubris est un trouble de la personnalité qui affecte l'individu en position de pouvoir et d'autorité. Le désir de toute puissance le pousse à adopter un comportement orgueilleux, gonfle instantanément sa confiance en soi et le fait abuser de ses pouvoirs auprès des autres. Cette folie des grandeurs est coupable de nombreux désordres, comme par exemple les conflits, la relation toxique avec les autres, la mauvaise gestion professionnelle, l'isolement social, le déséquilibre de la confiance en soi, les comportements impulsifs, etc. Pour lutter contre sa propre fascination du pouvoir, il est important d'avoir conscience de cet état. La première étape est de poser un diagnostic avec un psychologue. Ensuite, plusieurs solutions aident à retrouver un équilibre pour enfin se libérer de cette obsession de gloire. Mais on pourrait rajouter en terminant que il y en a tellement, comme on disait, des chefs, des grands chefs politiques ou des grands chefs d'État à travers l'histoire qui font preuve d'un tel désordre. Oui. Je veux dire, c'est sûr qu'ils sont, comme on disait tantôt, sont souvent sous la loupe, là, mais c'est sûr que des fois, ça fait peur là, avec leurs agissements. Là. On a l'impression que pas grand-chose peut faire en sorte qu'ils fassent quelque chose de dramatique pour la population. Moi, ça m'est arrivé de me demander, mais peut-être que ces gens-là, au départ, ils étaient relativement sains d'esprit, puis c'est le pouvoir qui va, je sais pas moi, qui va les corrompre d'une façon psychologique ou etc. Oui, merci beaucoup pour ce sujet, le syndrome d'hubris, Pierre. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques mots avant de terminer cet épisode de Folie Douce. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. À ton Espresso et Espresso allongé, tu nous as amené ton sujet, le syndrome d'hubris. Oui. Intéressant comme sujet. On ne connaissait pas du tout, ni toi ni moi. Je pense qu'on va être plus porté à faire attention aux grands leaders. À remarquer, oui, c'est ça. Merci pour ça. Notre invitée en début était Renée Ouimet. Elle nous a parlé du mouvement Santé mentale Québec. Elle nous a donné des trucs aussi pour être en meilleure santé mentale, spécialement dans le milieu qui nous entoure et tout ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Notre invité, mon invité en début de deuxième demi de cet épisode était Bernard Saunier. Il nous a parlé de son plus récent livre, Mort en Provence. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.